dans le syndicalisme, dans je ne sais pas quoi. Ce sont des partenaires, pas un contre-pouvoir. C'est pas la même chose. Bah, par la réforme des retraites, ça leur a permis de reprendre la contestation sociale. Parce que tout le monde s'est soumis là. Alexandre et Stéphanie, dignes représentants du syndicat Gilets jaunes. Bonjour. Bonjour. Donc, déjà, combien d'ancienneté le syndicat Gilets? Novembre 2020. Le 17 novembre 2020. Alors, tout à l'heure, en off, tu nous disais qu'il subsiste, enfin même, il est né certaines difficultés vis-à-vis du ralliement dans les boîtes d'intérim. C'est une actualité chaude. Les boîtes d'intérim les plus grosses, Randstad, Krips, Manpower, Adecco, peut-être Proman, elles nous attaquent toutes en même temps et de manière concertée devant les tribunaux et pas concernant dans leurs entreprises. Elles ne veulent surtout pas voir le syndicat Gilets jaunes naître. Donc ils vont devant les tribunaux pour essayer de les écarter complètement de toute implantation. Et l'actualité est chargée parce que ça fait la troisième audience que nous avons. On a encore d'autres qui arrivent. On n'est pas seulement en défense vis-à-vis des boîtes d'intérim, on a décidé aussi de les attaquer. Mais vous êtes déjà bien implanté dans d'autres secteurs. Oui, mais pour l'intérêt, je voulais juste rajouter que nous, on les attaque parce qu'il y a une représentation du personnel qui est extrêmement pauvre dans l'intérim, alors que ce sont des centaines de milliers de salariés dans toute la France. Mais il y a 3 ou 4% de participation aux élections professionnelles, c'est ridicule. C'est un des plus bas de France, je pense. Donc il faut absolument pouvoir toucher ces salariés, qu'on puisse les défendre, qu'ils sachent qu'on existe, qu'ils connaissent leurs droits, qu'ils soient formés. Et donc on est en train de les attaquer pour avoir des moyens pour le faire. Des moyens pas financiers, mais des moyens pour les contacter en fait, pour aller vers eux. Juridiquement en fait. Juridiquement, tout à fait. C'est ça. D'accord. Vous n'avez peur de rien. Bah, on fait notre boulot en fait. Heureusement qu'on a peur de rien, parce que sinon, si on avait cédé directement à la peur, là on serait plus là. On nous a tellement attaqués là. Alors, petite présentation après tout du syndicat Gilets jaunes. C'est un vrai syndicat. C'est le syndicat le plus proche du peuple. C'est ce que demandent les Gilets jaunes. Et c'est en fait l'idée même que devrait être un syndicat. Ah bah, c'est exactement bien résumé, c'est-à-dire que normalement là, un syndicat c'est un regroupement de personnes qui se battent ensemble pour faire respecter leurs droits, acquérir de nouveaux droits. C'est exactement ce qu'on fait. Mais depuis que le syndicalisme existe, ça a un petit peu dévié et on est dans une sorte Beaucoup dévié. On est dans l'accompagnement du pouvoir. Ouais. D'ailleurs, ils se définissent eux-mêmes comme les partenaires sociaux. C'est qu'il y a eu des négociations. D'ailleurs, on n'a toujours pas de nouvelles avec les chefs syndicaux, avec Elisabeth Borne, qui les a reçus un par un pendant la période des manifestations du mouvement anti-réforme des retraites. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas. Donc il y a eu des négociations secrètes, et c'est souvent le cas en fait. En fait, on appelle ça des bilatérales. Bilatéral. Ouais, dans le jargon, on se voit à part. On discute à part et puis après on se voit tous ensemble. C'est comme ça que je procède. Le focus. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu des discussions, bien sûr, en off, avec chaque organisation syndicale, pour les flatter un peu, que vous êtes bien, eux ils sont pas bien. Ouais, mais Il faut ça à tout le monde. Et puis, pourquoi ça se passe maintenant tout ça? On va jeter un pavé dans la mare, mais on a une analyse quand même de la situation avec la réforme des retraites, qui, bon, même si elle est hautement contestable, inutile et tout ce qu'on veut, n'est pas le problème majeur en France en ce moment. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se nourrir et qui n'ont plus de logement. Enfin, il y a des problèmes bien plus importants et urgents que ça. Pourquoi est-ce qu'on a mis la réforme des retraites en avant? Ça a permis à tous les syndicats de se mettre en intersyndical, ce qui est assez rare quand même que tous soient d'accord contre quelque chose. Il y en a toujours un, la CFDT par exemple, qui se dissocie, ne serait-ce qu'au bout d'un moment, pour dire moi je vais faire autrement, je vais négocier. Ça n'a pas été le cas cette fois. Ils sont tous restés en intersyndical. Et donc ça leur a permis de passer énormément à la télé, d'avoir une visibilité très augmentée par rapport à d'habitude. Et selon leur communication, ils ont même augmenté considérablement leur nombre d'adhérents. Mais pourquoi cette année? Parce que c'est l'année des élections professionnelles dans toutes les boîtes de France. Donc notre analyse à nous, c'est qu'ils sont en campagne, en fait. Et donc ils ont un boulevard pour le faire. C'est notre analyse. Hein. Ah bah, les syndicats sont là, ils sont unis, ils sont très forts, ils sont là, mais en fait, ils ne sont pas changés ces syndicats. Hein. Là, ils s'engueulent encore, hein. Ils sont pas du tout unis, on le sait.
On le sait. D'ailleurs, il n'y a pas plus désuni qu'eux, hein, d'accord? Parce que déjà, entre eux, à l'intérieur de leur propre syndicat, ils se font des procès, ils se bagarrent tout le temps, d'accord? Entre eux, dans chaque organisation syndicale, ces petits groupes de dissidents, d'accord? Mais en plus, donc les autres organisations syndicales, ils se font la guerre parce que la représentativité, c'est quelque chose qu'on doit atteindre. Et pour atteindre cet objectif, on est obligé d'avoir de la concurrence. C'est du théâtre. Voilà, On a assisté à des parades, mise en scène, en fait. des parades syndicales, en fait. Et la réforme des retraites, elle est passée. La réforme de retraite, elle est finie, mais le reste, les licenciements, les discriminations, les salaires, le pouvoir d'achat, les logements, on en fait quoi de tout ça? Les soignants ont été suspendus là. On fait quoi pour eux? Rien. Et pourtant, ils sont encore là, ces syndicats-là. Bon, là, c'est des vacances. Hein. Ouais. Non, c'est pas les vacances. Enfin, pour les salariés, c'est Non, pas les mais pour vacances. Hein. Pour eux. Il y en a qui n'ont pas les moyens de partir, en C'est fait. On était venu ici justement pour discuter de nouvelles mesures européennes qui vont museler finalement la presse. Et donc là, ce serait effectivement le rôle aussi des syndicats. De se battre contre ça. D'intervenir en tout cas, ouais, d'être présent. Il n'y a que vous. Bah non, ils devraient être là, les syndicats. Oui, mais il n'y a que vous. Ah, aujourd'hui, qui est venu? Oui, il n'y a que nous. Mais c'est sûr. Il y a Mais parce que qu'on est vous qui êtes indépendant, sur c'est pour ce ça. front. Ouais, voilà. Parce qu'entre personnes, organismes indépendants, on se comprend. C'est-à-dire qu'on doit lutter bien plus que les autres quand on refuse les subventions et qu'on ne vit que des cotisations de ses adhérents. C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Mais ça permet d'avoir une fraternité et de s'organiser entre nous et de mutualiser les moyens. C'était aussi le message qui a été lancé aujourd'hui, c'était de mutualiser les moyens pour être plus forts ensemble, quoi. Effectivement. Alors pour revenir à la réforme des retraites, juste après ces consultations d'Elisabeth Borne en secret, etc., le mouvement s'est arrêté. Il s'est arrêté parce que la loi, elle est passée, d'accord? Et donc, eux, on l'entend souvent d'ailleurs dans les réunions, ah bon, on peut rien faire, la loi est passée. C'est leur discours. C'est faux. Oui, bien sûr, mais On a vu des abrogations pour le CPE, par exemple. c'est ce qu'ils disent. Ça La loi est existe, passée, hein. alors, notamment la CFDT dit bah, la loi est passée, qu'est-ce qu'on qu'on fasse? On s'arrête là, on ne va pas continuer encore et encore. Si, en fait, Et puis c'est des vacances. il ne faut rien lâcher. C'est des vacances. Alors pourquoi ils disent ça? Ce qu'avait dit François Chirac à l'époque, il avait dit nous sommes le fusible entre le peuple et le gouvernement. On canalise en fait la contestation. François Chirac, c'est un amalgame entre François Mitterrand et Jacques Chirac. François Chirac, c'était le patron de la CFDT pendant des années. Et donc il avait dit nous on est la contestation, on maintient la contestation. Parce que si on n'est pas là, d'ailleurs on l'a vu aux Gilets jaunes, c'est le bordel. Et le gouvernement ne maîtrise plus rien. D'ailleurs pour les Gilets jaunes, ils n'ont rien maîtrisé jusqu'à ce qu'il y ait des têtes qui sortent. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, comme il y a eu des têtes qui ont commencé à sortir, le gouvernement a commencé à discuter avec certaines personnes, ça a commencé à avoir un conflit interne avec les Gilets jaunes. Ils disaient, mais pourquoi vous allez écouter, pourquoi vous parlez au gouvernement, ils ne nous représentent pas, etc., etc. Mais les syndicats, c'est ça. Ils te maintiennent dans un espèce de truc en disant on va aller manifester mardi, on va aller manifester jeudi, on va aller manifester le 28, le 31. Et non, pourquoi il faut ça? On devrait pouvoir normalement manifester quand on veut. Il faut obligé d'attendre 3 semaines pour faire une manif. En fait, je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a eu une manifestation le 1er mai, et celle qui a suivi ensuite, c'était le 6 juin. C'est-à-dire plus d'un mois plus tard. En fait, ils jouent le pourrissement. Voilà. Donc c'est jouer le pourrissement main dans la main avec le gouvernement. Évidemment que les gens ne vont pas rester en lutte et à fond sur un sujet avec un tel écart. Hein, c'est pas possible. Par contre, il y avait des manifs tous les jours. Tous les jours. Hein, en disant, le mardi, on va faire sortir plutôt cette catégorie de personnel. Le mercredi, vous reprenez le cours, on va faire sortir l'autre. Tous les jours, ils ne tiennent pas. Ils n'ont pas assez de force de police pour maintenir des manifestations. Des sittings, des prises de locaux, enfin des manifestations à la gilet jaune. Ce qui d'ailleurs a été repris à la fin du mouvement. On a vu des syndicalistes faire des actions à la gilet jaune en fait. Effectivement, mais c'était pas sur ordre finalement des directions syndicales, c'était des bases qui faisaient ça, FO, c'était unis d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Et pourquoi les directions des syndicats n'ont pas dit on va faire des manifs tous les jours, ils déclarent. Et pourquoi ils déclarent toujours Bastille, République sur Paris? Ils ne déclarent pas devant l'Élysée. Jusqu'à Nation, République Nation. Nation, ou d'en faire Roche-Bastille, ou Bastille de Place d'Italie. Pourquoi ils ne déclarent pas devant l'Élysée? Tous les jours, ils auraient déclaré ensemble devant l'Élysée, mais à un moment donné, la manif aurait forcément posé un problème. On aurait eu un autre débat, parce que ce serait les intersyndicales. On n'aurait pas pu dire c'est des méchants gilets jaunes qui foutent le bordel. C'est des syndicats quand même. Pourquoi ils l'ont pas fait? Nous, on l'a fait en fait depuis l'entre-deux tours des présidentielles. On a déclaré tous les jours devant l'Élysée. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Évidemment, à chaque fois, c'était une interdiction. On recevait un arrêté du préfet allemand à l'époque, après Nunez, pour nous interdire. On a une banderole entière d'arrêtés,
d'interdiction de manifester devant l'Élysée. Et on a saisi le tribunal administratif, ensuite le Conseil d'État, et là on est devant la Cour européenne des droits de l'homme pour ça. Parce que dans la tête des gens, y compris les syndicats, je pense, hein, c'est interdit de manifester devant l'Élysée. Pourtant c'est là qu'il faut aller. Parce que c'est là qu'ils sont et c'est là qu'ils auraient peur d'avoir un débordement ou quelque chose. Même si c'est une manifestation pacifique, ils ont peur. C'est au pied de leur maison, ils ont peur. Mais ces bâtiments nous appartiennent, c'est public. Le lieu de pouvoir. C'est ça. Et on a passé le premier cap de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui veut dire que la France va devoir s'expliquer. Pourquoi est-ce que la France ne peut pas manifester devant le palais de l'Élysée? Alors dans les autres pays, on peut. Aux États-Unis, on peut aller dans la Maison Blanche. On veut manifester où on veut, en fait. La liberté ne se négocie pas. J'ai entendu dire que face à cette reculade finalement syndicale par rapport à la réforme des retraites, beaucoup de syndiqués, et non de syndicalistes, reculaient finalement eux-mêmes par rapport à leur propre syndicat et rejoignaient vos rangs. Soyez-en fiers. On est super fiers. Mais en plus, on encourage. On n'est pas là pour récupérer quoi que ce soit. On est là pour monter une structure qui est un véritable contre-pouvoir. C'est ce qu'il faut. En fait, on a créé un outil. Après, c'est à chaque personne de s'en saisir. Et nous, on prône l'émancipation. Donc, on veut quelque chose de plus horizontal possible, parce qu'on a vu que la version pyramidale ne fonctionne pas, parce que les gens sont verrouillés en bas, pour tout un tas de raisons qu'on pourrait expliquer, mais ça demanderait une autre interview, notre live. Oui, mais, ils sont assujettis finalement à la confédération syndicale de la communauté. Confédération, fédération, union, enfin il y a énormément de strates. Et entre tout ça, les syndicats, ils donnent leurs revenus qui sont les cotisations des adhérents, et ils se retrouvent quasiment à poil, quoi. Ils n'ont pas de pouvoir. Donc il faut changer tout ça, on essaye de changer tout ça, et on prône l'émancipation. Donc s'il y a des responsables syndicaux ou des militants de base qui veulent nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir, et ils seront enfin libres d'agir. Quel dommage que M. Mathéou n'ait pas été élu chef de la CGT. On va essayer de le rencontrer pour savoir dans quel état d'esprit il est, parce qu'on ne le connaît pas personnellement, d'accord? On veut voir vraiment, discuter avec lui pour savoir sur quel schéma il peut se présenter, voir si on peut travailler ensemble. Il n'a rien contre les gilets jaunes, d'après ses propos. C'était pas le cas de son prédécesseur. Hein. Non, mais il a présenté ses excuses lors d'une assemblée intersyndicale, je me rappelle, à nos viewers, en s'excusant du fait que les syndicats, je ne parlais pas que de la CGT, n'aient pas été là au moment du mouvement des Gilets jaunes. Oui, mais en même temps, s'il y a eu les Gilets jaunes, c'est parce que les syndicats ont échoué. Après, on peut toujours s'excuser de tout, hein, mais c'est dans les faits qu'on reste face. Vraiment, il veut faire quelque chose, il est là. On peut travailler ensemble. Il a une certaine base, il a une certaine notoriété. Nous, on a notre base, on sait faire des choses, on peut faire vraiment des belles choses. Donc, s'il veut nous rencontrer pour qu'on travaille ensemble, pourquoi pas? Avec grand plaisir. Mais nous, on est sincères, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à faire des compromissions. C'est oui ou c'est non. Ouais. C'est pas non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, il ne faut pas faire ça, c'est interdit. Non, non. Il y a une branche que vous avez créée dans le syndicat Gilets jaunes, communication, à laquelle nous allons sans doute participer, et nous encourageons tous les médias indépendants à venir rejoindre cette branche. Juste vite, quelques mots. En fait, c'est le syndicat Culture et Communication, donc, qui comprend évidemment les journalistes, qu'ils soient indépendants ou pas d'ailleurs. Et on leur propose de les protéger, de les conseiller, bien sûr, et de les accompagner, de les défendre. On a un grand réseau d'avocats et on ne lâchera rien. Surtout pour la liberté d'expression. Merci Alexandre, merci Stéphane. Merci à toi. Merci.